C'est un grand honneur pour nous d'être présents ici. Je m'appelle Bertrand Guillotin et je vais vous montrer l'ordre du jour. Il y a 4 catégories de discussion et je vais faire les introductions, vous donner quelques détails, parler de quelques changements décisifs et des virages dans la politique énergétique américaine. Et Kurt va se concentrer sur les bonnes pratiques actuelles aux États-Unis, les responsables directement de cela, et nous allons comparer avec l'Europe pour vous donner un bon cadre pour examiner les différences et les similitudes. Et puis nous conclurons. Nous allons prendre chacun d'entre nous 20 minutes et puis vous aurez 20 minutes pour les questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà préparer vos questions si vous le souhaitez. Je suis français, je viens de Lorraine, de la Lorraine, et j'ai étudié en Europe, en France et également aux États-Unis. J'aime les deux pays et je pense que ce sujet est bien choisi pour cette conférence car c'est un sujet important. C'est un sujet qui impacte non seulement l'Europe, les États-Unis, mais également le monde. Comme je l'ai dit, mon collègue était PDG de SARTA. C'est un réseau de transit aux États-Unis et il est leader dans les piles à combustible à hydrogène. Mon ami a dit qu'il était de France, mais tout le monde me dit que je viens ici à l'école, c'est juste une excuse pour venir en France et visiter la France. Nous sommes très honorés d'être ici et comme Bertrand l'a dit, nous avons une des plus grandes flottes de bus électriques à hydrogène aux États-Unis et nous en sommes très fiers. Afin de dresser le tableau, on commence à penser à l'énergie et le monde. Je voudrais remercier les sponsors derrière nous pour leur soutien et merci Claire pour votre introduction. Lorsqu'on parle d'énergie au niveau mondial, on pense à ce qui est important. Quel est l'impact de l'énergie sur le business, sur les différentes industries dans le secteur énergétique à travers le monde? Et lorsque j'y pense, la première chose qui me vient en tête, c'est ça. J'étais en France, j'étais enfant quand la catastrophe Amoco Cadiz est survenue. Et si vous regardez les chiffres, c'est 6% du PIB mondial à l'époque. C'est 120 trillions de dollars. C'est 2 fois le PIB de France qui était en jeu. Et il s'agit juste de la partie énergie dans l'industrie de pétrole et du gaz. Ce n'est pas juste de dire que le pétrole et le gaz sont responsables des catastrophes, mais c'est pour vous encourager à penser aux conséquences potentielles lorsqu'on n'a pas une politique restreinte énergétique qui est mise en place, qui prend en compte toutes les parties prenantes, y compris la population et les écologistes. C'était un vrai catastrophe pour la France et pour l'environnement et les contributions de l'industrie pétrolière ne se limitent pas aux catastrophes. Il s'agit également de productivité et sans l'industrie pétrolière, je ne pense pas que l'économie mondiale fonctionnerait correctement. Malheureusement, ça s'est reproduit récemment aux États-Unis et comme vous l'avez peut-être constaté, tout est plus grand aux États-Unis et donc cette catastrophe était également plus grande. On pourrait passer tout notre temps sur des sujets de ce type. Je ne vais pas le faire. C'est juste pour montrer l'influence de cette industrie pétrolière. Il y a des gens qui essaient toujours de s'en sortir après cette catastrophe. Et maintenant, je vais citer un membre de l'Assemblée nationale américaine. C'est concis et c'est puissant. Le peuple veut une politique énergétique intelligente. La question, c'est à quoi ça ressemble? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de politique intelligente? Et comment est-ce qu'on peut rendre toute sa grandeur à cette politique énergétique?
Nous pensons que cette politique intelligente devrait inclure les renouvelables. Ça ne vient pas d'un consensus aux États-Unis, c'est basé sur nos travaux de recherche et les résultats et la préparation de cette discussion. Nous allons parler des changements récents dans la politique énergétique américaine et on pourra tous ensemble discuter pour voir si ce sont des changements intelligents. En tout cas, ce sont des changements majeurs. Kurt va parler des bonnes pratiques. Il est important de mettre la politique énergétique en in situ, de le mettre dans le contexte du président actuel, le président Trump. Les taxes, le commerce, les réglementations, l'énergie et l'infrastructure, les dépenses nécessaires pour améliorer l'infrastructure aux États-Unis. Nous nous concentrons sur les 5 éléments principaux du plan économique du président. J'en souligne quelques-uns ici, mais vous le savez peut-être déjà que des changements permanents ont été faits dans le système d'imposition pour réduire les impôts payés par les sociétés. Ils ont réduit les taxes par 2. 50% de réduction dans les impôts payés par les sociétés, et c'est permanent. Les changements dans l'imposition des personnes, des individus, n'est pas permanent. Par contre, les tarifs sont également discutés et l'Union européenne va probablement mettre en place des tarifs pour combattre les tarifs imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Donc, ces nouvelles taxes seront appliquées à tous les pays, sauf le Mexique et le Canada. Les tarifs ont été imposés sur ces métaux et également sur les panneaux photovoltaïques et les machines à laver. Il y a décidément un virement protectionniste aux États-Unis. Cette politique, l'Amérique premier. Et depuis 2017, il y a eu beaucoup de changements dans les cercles énergétiques et environnementaux aux États-Unis. En 2016, premièrement, l'interdiction d'exporter le pétrole brut des États-Unis a été levée et maintenant il est possible, il est légal d'exporter le pétrole brut et ça arrive maintenant. En 2017, l'administration Trump s'est retirée de l'accord de Paris. En 2018, il envoie qu'on recible les énergies fossiles. C'est la synthèse de ces changements. Je ne vais pas vous lire toutes les conséquences, mais je viens de Philadelphie et je peux vous dire que la capacité dans le port pour l'export de pétrole se double. Il y a un investissement énorme de 300 000 $ pour rendre le port plus efficace. En 2017, je vous ai dit la décision de quitter l'accord de Paris. Donc, les États-Unis, la Syrie et le Nicaragua sont les seuls pays qui n'ont pas signé l'accord. Et en 2018, c'est Back to the Future. On revient vers les énergies fossiles et on continue à essayer de trouver de nouveaux gisements de pétrole. Voici la synthèse et les changements qui ont eu lieu. Les slides seront sur le site Internet, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes. J'ai d'autres changements que je vais vous indiquer. Ce qui est intéressant, c'est que le Congrès a refusé d'effectuer certains changements. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois, mais certains changements ont été proposés et le Congrès ne les a pas approuvés. En voilà d'autres. Et encore, comme vous pouvez le constater, qu'on soit d'accord ou non avec le changement, le président s'agite beaucoup sur ces questions d'énergie. Comme je vous l'ai promis, je vais passer la parole à Kurt pour qu'il vous parle des bonnes pratiques actuelles aux États-Unis et en Europe. Merci. Merci
de nous écouter. Je vais essayer d'être aussi éloquent que mon collègue. Nous allons regarder la production d'électricité aux États-Unis comparée avec la situation française. Nous allons regarder les alternatives qui ont été développées aux États-Unis. Et puis, nous allons regarder la question des transports et les évolutions. Ce qu'on ne peut pas séparer, c'est l'énergie. Lorsqu'on parle d'électricité et séparer l'électricité du pétrole, il y a une vraie fusion lorsqu'on parle de l'électrification du transport avec l'objectif de zéro émission. Il y a deux flux d'énergie qui ont été séparés par le passé et on voit une fusion qui arrive maintenant. Ici, on voit la production de l'électricité aux États-Unis et on peut constater en bleu que le part de gaz naturel grandit et surpasse le charbon aux États-Unis maintenant. C'est une question économique. L'économie du gaz naturel. Vous avez dû certainement entendre parler de la fracturation hydraulique et j'ai compris que c'était interdit en France. Par contre, aux États-Unis, c'est pratique courante. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est exactement, le schiste qui a 1000 ou 2000 mètres sous la terre et le gaz est capturé dans ce schiste en profondeur. On va forer à ce niveau et ils ont inventé une manière de courber le système de forage. Donc, c'est une pieuvre à l'envers et qui s'étend à... Les tuyaux vont dans 7-8 directions différentes et le gaz naturel est forcé de sortir du schiste. Et dans les régions où nous nous trouvons aux États-Unis, le volume de gaz a triplé ou quadruplé. Le gaz naturel, par conséquent, est moins cher que le charbon maintenant. Ce graphique n'a rien à voir avec le fait que le gaz naturel est plus propre, mais c'est parce que c'est moins cher qu'on l'utilise davantage. On produit de l'électricité plus propre grâce à cela. Je parlais à quelqu'un dans le public qui vient du Kentucky et c'est un État qui produit le charbon et la Pennsylvanie et Ohio. Il y a eu des pertes d'emplois, mais c'est dû aux questions économiques autour du gaz naturel et pas forcément aux réglementations qui ont été mises en place. Un autre point intéressant, en Californie, 39% de l'électricité est produite à partir de renouvelables. Et on parle maintenant du courbe du canard. On voit les deux extrémités du canard et on voit la production grâce aux renouvelables. Le matin et l'après-midi, il y a deux pics en termes de production d'énergie. Le matin, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'éoliennes qui produisent de l'électricité. Cependant, ça s'atténue en fin de matinée et crée ce creux au niveau de la production. Et puis, plus tard dans l'après-midi, l'énergie solaire commence à être produite. Entre 2013 et 2015, la profondeur de la vallée a augmenté. Donc, vous conduisez dans certaines zones et ils vont arrêter les éoliennes parce qu'il y a trop d'électricité. Ils ne peuvent pas utiliser toute l'électricité produite. Ça crée un problème avec ce que l'on appelle la charge de base. L'énergie
qui est nécessaire pour être sûr qu'il y a de l'énergie disponible pour tout le monde. Tout le monde voudrait que la lumière s'éclaire lorsqu'ils essayent de l'allumer, pas seulement le matin et l'après-midi. C'est pas maintenant une question, est-ce qu'on veut des renouvelables? C'est que faire avec les renouvelables quand on ne produit pas de l'électricité, ces sources renouvelables. Et on voit ça partout, là où on a des portefeuilles d'énergie renouvelable. Et c'est pas si l'on veut les renouvelables, mais comment gérer les renouvelables dans le portefeuille d'énergie. Il faut produire également l'électricité quand il n'y a pas de vent ni de soleil. En Californie, ils gèrent maintenant cette charge de base afin de pouvoir répondre à ce problème. Voici le profil de la situation française. Vous avez beaucoup moins d'énergie fossile qu'aux États-Unis. Bien que l'administration Trump et l'administration nationale a laissé tomber quelques règles proposées, 67 ou 80 règles qu'ils ont laissé tomber, y compris le fait qu'ils se sont retirés de l'accord de Paris. Mais ce qui se passe au niveau local et au niveau des sociétés et des États, c'est que ces parties prenantes continuent à se concentrer sur les énergies renouvelables. Ohio, j'aime dire, c'est un endroit où qu'on survole entre le Chicago et New York, mais il y a des gens qui habitent dans cet État. On essaie de mettre des éoliennes dans les grands lacs offshore et ça nous économiserait 3 millions de dollars par an en énergie. Et on veut également mettre des panneaux solaires dans les décharges afin de produire 80 mégawatts. Un mégawatt, c'est un mégawatt est ce qui est nécessaire pour faire tourner un supermarché ou votre école 1 mégawatt par jour. Donc, ce serait 80 fois cela. Le vent, on va produire 9,8 mégawatts d'énergie éolienne offshore en association avec une grande société. Investas et Mitsubishi. Et ça m'emmène à ce que l'on fait ici, notre raison d'être ici. Vous voyez un bus électrique à hydrogène. Il y a une pile à combustible qui crée de l'électricité grâce à un processus chimique au lieu d'un processus de combustion. Si vous me voyez en train d'essayer de me cacher derrière ce monsieur, c'est le prince Albert de Monaco. Il a regardé mon bus. Je ne savais pas s'il fallait que j'ai une épée ou s'il fallait faire une révérence ou autre, mais c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Voici à quoi ressemble une pile à combustible. Je vais essayer de ne pas être trop technique. L'hydrogène rentre d'un côté de la pile. Il y a l'anode et la cathode comme dans une pile normale. Les protons traversent une membrane à travers une couche active et l'hydrogène sera combiné avec l'oxygène pour relâcher un électron qui va être le combustible pour le véhicule. Le seul déchet est l'eau. Donc, vous avez une conversion complète de carburant sans combustion. Je voulais être sûre que je n'allais pas trop vite pour l'interprète. Vous pouvez voir le bus en haut. Le véhicule tourne avec des moteurs électriques. Donc, c'est un véhicule entièrement électrique avec
on a deux types électriques avec des piles comme les Tesla ou les véhicules à piles à combustible comme celui-ci. Et tous les grands fabricants de bus et de véhicules de tout type utilisent cette technologie. Toyota, le plus grand fabricant au monde, a dit d'ici 2050, ils produiront plus des véhicules à moteur thermique. On voit à Paris, à Londres et dans d'autres grandes villes qui ne vont plus permettre à ces véhicules à combustible de rentrer dans leur ville dans le futur. Donc, à gauche, on voit une station à hydrogène. C'est le plus grand aux États-Unis actuellement, probablement le plus grand au monde. Ce qui ressemble à une fusée, c'est aussi grand qu'une fusée. C'est une cuve à hydrogène. Et le gaz est à moins 400 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas comment ça se traduit en Celsius. En tout cas, c'est très, très froid. Si vous mettez votre main dedans, votre main tombera. Donc, l'hydrogène est conservé en forme liquide et le truc métallique transforme en gaz, c'est comprimé et ça remplit des cuves sur les bus et c'est stocké à 370 bars sur les véhicules. En bas à droite, ou plutôt à gauche, on voit les convertisseurs et la transmission électrique. On commence à voir une fusion entre les différents flux d'énergie avec le pétrole et l'électricité. On voit que maintenant les véhicules électriques sont mieux vendus que les voitures thermiques. Et maintenant, la grande question, c'est comment mettre en place l'infrastructure pour pouvoir assurer la pérennité de ces véhicules. On a une conférence aux États-Unis avec des représentants à travers le monde qui viennent nous voir pour apprendre de notre expérience. C'est important parce que nous travaillons avec des laboratoires nationaux, Argonne National Laboratory, National Renewable Laboratory, pour développer ces véhicules. Et nous travaillons également avec des systèmes en Californie. On a également eu une subvention de la part du EPA pour développer un bus de plus petite taille avec Nissan pour pouvoir promouvoir ces véhicules. Voici le déploiement des véhicules aux États-Unis. Il y a un labo qui met en avant ces résultats. C'est l'hydrogène à échelle et le département américain de l'énergie travaille sur cette question. Le secrétaire actuel d'énergie dans l'administration Trump aime le charbon, mais en dépit de ça, il continue avec ses tests d'énergie à l'échelle. Le charbon, le gaz naturel est considéré comme bon, mais on sait qu'ils ne peuvent pas subvenir à tous les besoins. Donc, l'hydrogène, c'est une manière de stocker et de distribuer l'énergie. Ce graphique est un peu compliqué, mais ça montre qu'on peut produire l'électricité à travers le vent, la géothermie. Et en Finlande, ils utilisent la géothermie pour produire l'hydrogène. Donc, c'est une des choses qu'on essaie de mettre en avant. Voici un autre schéma assez dense. Donc, on passe à une base zéro émission avec notre flotte. Et un des concepts intéressants avec ce graphique, donc il y a cette sorte de citerne à gauche qui s'appelle un biodigesteur. Donc, vous imaginez
que vous preniez les déchets alimentaires, que vous mettez dans un réservoir, un grand réservoir. Après, les bactéries vont manger ces déchets alimentaires. Et lorsque les bactéries mangent les déchets, il y a du méthane qui est libéré et de CO2, et on peut transformer le méthane en gaz naturel et en électricité ou en hydrogène. Donc, ça veut dire que il y a des boucles énergétiques, plusieurs boucles énergétiques possibles avec les déchets alimentaires qu'on peut transformer en électricité, ou on peut également utiliser les énergies renouvelables. Et ce qui est intéressant avec ce concept d'utilisation de déchets alimentaires, en gros, il s'agit de tout ce qui est organique. La tonte du jardin, l'alimentation, le papier, tout ce qui est organique, on peut mettre cela dans le réservoir avec les bactéries. Et il y a ce processus qui s'appelle la digestion anaérobique, c'est-à-dire les bactéries mangent les déchets et les déchets sont convertis en énergie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que au lieu de mettre tout cela dans un enfouissement, on va utiliser ces déchets pour créer de l'énergie et c'est plus propre. Voici quelques idées des choses qui se passent en Europe. Donc, il y a des bus fonctionnant à hydrogène et il y a des adopteurs de ces technologies. Voici ce qui se passe à travers l'Europe. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que mon organisation a plusieurs bus à base de piles à combustible au Royaume-Uni. On voit qu'il y en a un certain nombre, et puis ailleurs, et nous en avons également chez nous. Voici ce qui se passe à travers le pays. On voit qu'il y a des évolutions, et ce qui est intéressant avec la France, là, en 2019, il y a 6 projets qui vont être démarrés pour avoir 29 véhicules à base de piles à combustible. Nous en aurons 17 avant la fin de l'année prochaine. Donc, je pense que ce qu'on essaye de dire, c'est que même si on a des politiques, des discussions qui changent chez nous, il faut quand même prendre en compte qu'il y a 50 États aux États-Unis et la politique énergétique, ça se passe vraiment au niveau de chaque État. Donc, peu importe le changement de président, le président ne peut pas changer comment les États avancent avec ces questions. Les gouvernements régionaux sont derrière l'agenda énergétique. Normalement, en fait, il n'y a pas vraiment de politique nationale aux États-Unis parce que notre système est basé sur une gestion État par État. Donc, nous n'avons pas beaucoup de politique nationale du tout pour ce genre de choses. Donc, ce n'est pas atypique, ce que vous voyez aujourd'hui. Mais le développement de l'énergie avance grâce à ce gouvernement local et à ce que font les entreprises localement. Donc, en fait, nous allons passer en revue quelques conclusions. Et merci, Kurt. Vous étiez extrêmement éloquent. Même les détails techniques étaient compréhensibles pour moi et je suis plutôt quelqu'un qui travaille en entreprise plutôt que quelqu'un qui ait des compétences techniques. À cause des facteurs économiques et à cause d'un gaz naturel moins cher, beaucoup de centrales historiques fonctionnant à base de charbon sont en train d'être fermées ou alors converties au gaz naturel. Donc, on a plus de centrales à base de charbon propre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là, qui est une telle chose, le charbon propre. Ceci dit, c'est le premier point qu'il faudrait souligner. Beaucoup de distributeurs d'énergie essaient de réglementer les marchés parce qu'ils doivent faire face à des problèmes économiques, parce qu'ils se battent pour des subventions pour la génération d'énergie nucléaire ou à base de charbon. Donc, ils se battent pour des changements. Les distributeurs, comme vous le savez, ne sont pas les plus concurrentiels.
ils veulent garder leurs subventions, donc c'est une réaction naturelle. Donc, ils se battent contre les renouvelables, même si les gens aimeraient mieux avoir des renouvelables. Numéro 3, la France a un réseau intelligent nettement plus avancé, nettement plus moderne, comme on l'a vu. La partie d'énergie non renouvelable en France est nettement plus grande par rapport aux États-Unis, donc il faudrait en être fier. Il y aura, ceci dit, des possibilités de collaboration. Donc, on peut partager nos expériences, nos bonnes pratiques. Cela peut nous aider pour l'avenir, peut-être une collaboration transatlantique, quelque chose entre l'Ohio et la région ici. Les États-Unis pourraient apprendre beaucoup de choses grâce à la France. Ça, c'est sûr. Quatrième point, il y a un changement de paradigme énergétique. La production électrique ou à base de pétrole et de gaz commence à fusionner aux États-Unis. Point numéro 5, le résultat de la refocalisation sur les énergies fossiles aux États-Unis, c'est que certains États, certaines entreprises jouent aujourd'hui un rôle de leader pour le développement d'une énergie durable. Donc, c'est les États qui décident des politiques énergétiques. Il y a des tensions. Et je sais que c'est quelque chose qui est très populaire dans ce type d'école. Donc, on peut faire des recherches sur ces tensions-là, sur ces pressions-là. Il y a un président avec un agenda qui dit « America first », donc les États-Unis tout d'abord. Donc, vous savez que c'est un point de vue domestique, mais l'économie ne peut pas fonctionner aux États-Unis sans les connexions internationales entre les producteurs de pétrole et de gaz. Et on a vu un changement majeur sur les marchés il y a 1 an et demi sous Obama, parce qu'il y a eu beaucoup de lobbying par l'industrie pétrolière et gazière. Aujourd'hui, on fait des exportations vers l'Europe, vers l'Amérique latine, vers la Chine. Donc, je pense que nous voyons ces tensions qui deviennent vraiment concrètes. Les États, les entreprises et les populations locales prennent possession du développement de ces énergies renouvelables, même si le gouvernement fédéral demande autre chose ou essaie de prescrire tout à fait autre chose. Donc, voici des questions pour une recherche future. Ce sont des exemples, parce qu'il y en a d'autres. Mais moi, je pense personnellement qu'il faut plus de recherche sur ces questions. Tout d'abord, est-ce que l'histoire va se répéter avec les États-Unis qui se refocalisent sur les énergies fossiles? Comment est-ce que la politique America First va impacter la politique énergétique et les priorités européenne? Et les bonnes pratiques de Ohio, est-ce qu'on peut les adopter nationalement ou à l'international? Qu'est-ce que cela veut dire pour la communauté internationale, l'économie mondiale? Le fait que l'Union européenne va mettre en place des politiques, va se battre contre ces taxes et ces tarifs. Donc, on verra bien ce qui se passe. Et une autre question concerne donc les bonnes pratiques d'Ohio. Il y en a certaines qui sont déjà adoptées. Vous avez vu que quelques organisations nationales, quelques agences financent le développement qu'on a vu dans l'Ohio, présenté par Kurt. Et ces bonnes pratiques, est-ce qu'on peut les adapter à l'international? Est-ce qu'on peut les adopter à l'international? Et enfin, comment est-ce que la politique énergétique américaine va impacter les prix pétroliers et l'environnement? J'espère qu'il n'y aura pas de déversement de pétrole à l'avenir. Le pétrole et le gaz ne vont pas disparaître demain, mais il faut une politique énergétique intelligente avec une bonne part de renouvelables. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires?
Avec un microphone, s'il vous plaît. Je suis désolée, sans microphone, nous ne pouvons pas entendre la question. Je suis désolée, nous n'entendons pas la question. Alors, quelle est la différence de coût entre le diesel et la pile à combustible? Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait 2 fois les kilomètres avec une pile à combustible. Donc, le coût d'hydrogène par gallon est double le coût par rapport au diesel. Donc, c'est à peu près égal. Je suis désolée, sans microphone, les interprètes n'entendent pas la question. Oui, c'est plus cher, 40% plus cher, mais ceci a beaucoup à voir avec lorsque les grands écrans sont sortis, par exemple, il y avait des dizaines de milliers. Enfin, en fait, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on peut trouver ça pour $5. Et c'est la même chose. Une fois une accélération dans la production, nous allons pouvoir faire cela pour moins cher. Donc, les bus à base de piles à combustible coûtent la même chose que les hybrides à base d'hydrogène. Je pense que vous avez dit que nous sommes à 30 ans de voir une flotte Toyota entièrement à base de piles à combustible. Est-ce que c'est à cause de la question économique? Quelles sont vos idées là-dessus? Tout le monde aimerait avoir des véhicules à base d'hydrogène, mais à quel point est-ce que c'est plus cher d'avoir ce type de véhicule? En gros, si vous parlez aux gens vraiment intelligents qui conçoivent les moteurs, et même Volvo, l'année dernière, a dit, voilà, d'ici quelques années, ils ne vont plus produire des moteurs thermiques. Donc, je suppose que les gens intelligents se disent que ce moteur thermique a vraiment atteint son maximum d'efficacité. On ne peut pas pousser plus en termes de kilomètres par litre. Donc, ce que nous avons vu avec la pile à combustible dans ce domaine-là au fil des dernières années, c'est que la taille de la pile s'est réduite et la production électrique a augmenté. Donc, c'est un peu comme le gaz naturel et le charbon. Les facteurs économiques et donc le train électrique qui va dépasser le moteur thermique, ça va forcément se passer comme cela parce qu'on ne peut plus rien faire avec le moteur thermique. On ne peut pas dire que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont mettre peut-être 15 à 20 ans avant de sortir des véhicules propres. Mais aujourd'hui, il parle de trains propres, de sous-marins propres, de l'utilisation de piles à combustible à bord d'avions pour faire fonctionner les avions. Donc, on parle d'une électrification totale de tout ce qui est transport, de tout ce qui est moteur. Et une dernière question. Si on voit les véhicules, les trains, les bus et d'autres modes de transport qui passent à une utilisation de la pile à combustible, est-ce que cela va avoir un effet sur les coûts de l'hydrogène? Est-ce que l'hydrogène va devenir inefficace? Si tout change dans les 20 années à venir, est-ce que cela va être coûteux? Moi, j'ai entendu des comparaisons. La première fois qu'on achetait des voitures, il fallait aller voir un pharmacien pour acheter du gaz parce qu'il n'y avait pas le réseau, il n'y avait pas une bonne fourniture. Alors, ce qui s'est passé, ce qui va probablement se passer, c'est que le marché va grandir avec la demande grandissante. Donc des produits d'aviation,
et les fabricants de produits d'aviation produisent de l'hydrogène, produisent des gaz pour l'industrie. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a cette fusion de flux énergétiques. Donc, les industries gazières industrielles vont se concentrer sur la mobilité à base de gaz. Donc, vous allez voir des changements. On parle de véhicules autonomes aujourd'hui. Ce que vous allez voir en termes d'énergie et de transport, c'est comme le transfert de chariots, de chevaux aux véhicules, aux voitures. C'est ce type de changement dont on parle. Bonjour. Merci de votre présentation. Vous avez dit que la politique énergétique est décidée au niveau de l'État, mais moi, je pensais que le financement de la recherche était décidé au niveau national. Donc, parlez-nous de la recherche et de son financement depuis l'élection de Trump. Il y a 13 départements et le président a soumis son premier budget. Et dans ce budget, il avait enlevé beaucoup de recherches, surtout pour le ministère de l'Énergie. Il y a une organisation qui s'appelle l'administration d'énergie efficace et renouvelable. En fait, beaucoup de leur financement a été réduit et ils sont passés d'une mise en œuvre à une recherche pure. Mais le Congrès prend le budget et décide de ce qu'il va faire avec ce budget et écrit son propre budget. Donc cette année, on n'avait pas reçu un budget entier. C'est-à-dire que le processus budgétaire du Congrès est aussi propre qu'un tornade, en gros. C'est très compliqué. Il faudrait 2 jours pour vous expliquer ce processus. Donc, on n'avait même pas un budget entier cette année. Le gouvernement, voilà, s'est arrêté. En fait, le département a été arrêté pendant quelques jours. Donc, ceci, c'est parce que ce processus est très compliqué. Donc, on parle de budget plus petit, mais on parle aussi de garder les budgets au niveau précédent. Donc, par exemple, on est revenu en arrière avec le budget actuel. On verra ce qui se passe après. Mais pour répondre à votre question, il y a beaucoup de tensions entre le Congrès et le président lorsqu'il s'agit de renouvelables et comment fonctionnent les choses. Même le projet de loi sur les taxes, l'administration et le Congrès n'étaient pas d'accord. Il y a un crédit qu'on peut avoir avec un véhicule électrique. Donc, cela était maintenu, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été maintenues parce que l'industrie des renouvelables a pas mal de pouvoir au niveau du Congrès. Donc, il y a des choses qui ont été maintenues, même si les budgets ont été un peu réduits. Désolée pour cette réponse un peu longue. Merci, c'est une excellente question. Merci de votre présentation. J'ai une question. Quand vous nous avez montré le réseau électrique, la production, mais y a-t-il des politiques nationales ou d'État qui se focalisent sur la consommation, sur la réduction de consommation? Par exemple, au Japon, où depuis Fukushima, ils ont dit, bon, il faut consommer moins. Oui, comme dans les transports, pas concentré sur l'énergie, mais sur la réduction d'énergie. Est-ce qu'il y a des politiques qui visent une réduction de la consommation énergétique? Cela dépend. Il y a, comme je l'ai dit, au sein du ministère de l'Énergie, il y a le ERE qui parle de préservation de l'énergie, mais beaucoup de distributeurs ont une organisation qui ne veut pas qu'on économise en énergie. Donc, la préservation, la réduction de la consommation
ne pèse pas autant que la production à cause de cette privatisation. Parce qu'en fin de compte, on va prendre par exemple le réseau qui nous sert et First Energy. Donc, il s'agit d'entreprises énormes qui couvre le Chicago jusqu'à New York. C'est une entreprise qui a des milliers de salariés. Donc, cette entreprise veut vendre autant d'électricité que possible. Donc, il y a cette force-là qui dit, bah voilà, on se fiche de tout ce qui est préservation ou d'efficacité. Et puis, il y a l'autre côté qui veut viser une réduction. Et puis, il y a autre chose au Canada, aux États-Unis même. Il y a une surproduction d'électricité, une surproduction de 30% à différents temps. Donc, revenant à la courbe en forme de canard, parfois, il y a trop d'électricité qu'on ne peut pas consommer. Et cela va à l'encontre de ce qu'on aimerait voir. Donc, cela nous fait penser aux incitations, donc inciter les gens à utiliser moins d'électricité. Donc, je vais vous parler de mon expérience aux États-Unis depuis plus de 20 ans. C'est une perspective multiculturelle. Donc, vous voyez la taille des maisons aux États-Unis, la taille des maisons, la taille des voitures, l'espace qu'il y a. Les gens, ils aiment les choses qui sont faciles. Donc, une réduction de la consommation, c'est pas facile. Donc, on aime bien pouvoir charger les véhicules. Il y a peu d'hôtels qui offrent des stations de chargement. Donc, on consomme, on veut que tout soit simple. On ne veut pas se compliquer la vie. Les Américains aiment la vie simple. Et la consommation est un sport national aussi. Et pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, à vous de voir, mais plus de 2/3 cela représente plus de 2/3 du PIB. Donc, pour faire croître ce PIB, il faut consommer. Pour consommer, il faut réduire le déficit commercial. Voilà, c'est ce que c'est actuellement la situation. Si vous n'augmentez pas la consommation, si vous ne réduisez pas votre déficit commercial, c'est une équation linéaire. Il faut augmenter donc la dépense gouvernementale ou augmenter l'investissement. Donc, cela revient au même. Les consommateurs n'investissent pas autant que les consommateurs en France ou en Chine. Donc, si vous avez une politique, une incitation pour que les gens réduisent leur consommation, il y aurait une hésitation, on va dire. C'est ce que je vois chez moi. Il y a des pièces qui ne sont pas utilisées, mais il faut quand même de la lumière dans ces pièces. C'est ce que je vois chez moi. Une autre question? Vous avez parlé de financement pour la recherche. Mais d'un point de vue européen ou allemand, il me vient une question. Les énergies renouvelables sont tellement énormes en Allemagne parce qu'il y a un financement massif, pas seulement par l'État, mais par chaque citoyen, parce que l'État a imposé des lois qui disent, en gros, les renouvelables d'abord. C'était ça l'incitation pour les entreprises privées, mais aussi pour des particuliers, pour qu'ils investissent dans l'énergie éolienne, solaire, etc. Mais je pense que des pays plus libéraux comme les États-Unis, quelles sont leurs incitations, les incitations de ces pays libéraux-là pour introduire les énergies renouvelables? Oui, il y a des incitations, mais cela va dépendre de l'État. En Californie, par exemple, il y a un système de plafond pour l'échange de carbone. Il y a une expression aux États-Unis qui dit que
la Californie va venir vous voir bientôt chez vous. En gros, ce qui se passe en Californie, on va le voir dans d'autres États d'ici quelques années. Donc, plus de 30% de la population habite dans cet État. Donc, leur politique domine le reste du pays. Juste pour vous donner un exemple. Donc, il y a la Californie et 13 autres États qui ont adopté les règles vis-à-vis de la qualité de l'air. Et les entreprises, c'est là où les entreprises commencent à vendre leurs véhicules parce qu'il y a un crédit d'État et un crédit fédéral pour promouvoir cela. Et même dans d'autres États, il y a quand même... Non, je ne veux pas être trop politique, mais il y a 3-4 ans, et c'était même pas sous cette administration, mais dans mon État, on avait une portefeuille d'énergie renouvelable qui était voté par les deux partis au niveau de l'Assemblée générale, et cela a été signé par le gouverneur république. Mais il y avait des clauses. Il fallait que 20% de la production énergétique soit renouvelable. C'est quelque chose qui est resté, et il semble que c'est juste que récemment, on a fait marche arrière. Mais une fois qu'on a quelque chose en place, c'est difficile de faire marche arrière. Donc, il y a des normes et la Californie domine un peu dans ce domaine-là. Et il y a autre chose. L'énergie solaire aujourd'hui coûte moins cher. En fait, les renouvelables coûtent moins cher, point. Donc, cela est important pour le marché. Il y avait une diapo que je vous ai montrée. Donc, l'industrie essaye d'utiliser la réglementation pour empêcher cela. Et si on a une éolienne ici et on a une maison ici, il faut des distances, par exemple. Et nous avons des spécifications très strictes. Il faut 500 mètres de distance. Il n'y a pas... c'est pas parce que c'est une question de sécurité. Donc, il y a beaucoup de non-sens de ce genre. On essaie de se battre contre cela. Est-ce que cela a répondu à votre question? Oui, bonjour. Juste une question concernant le gaz de schiste. Donc, on essaie de pousser cela aux États-Unis parce que ça coûte moins cher que le charbon. Mais le gaz de schiste est particulier. La fracturation pose des problèmes. Cela détruit le sous-sol. Cela envoie des contaminants, des agents chimiques dans les sous-sols. Ça contamine les aquifères, les sols. Les gens ont été affectés. On a vu du gaz sortir des robinets dans les maisons. Et donc, c'est problématique. Alors, est-ce qu'il y a un débat national vis-à-vis du développement du gaz de schiste aux États-Unis ou peut-être au niveau de l'État? Ou est-ce que c'est juste accepter l'idée qu'on va continuer le développement de gaz de schiste? Une bonne question. Nous avons vu quelques-unes de ces vidéos avec des flammes qui sortent des robinets. On a entendu parler de tremblements de terre, de la contamination également. Et cela nous fait penser au premier débat et concernant les investissements dans la fracturation. Deuxième point, si vous demandez aux leaders dans ce domaine, si vous leur posez la même question, ils vont dire oui, mais non. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est très propre. Nous arrivons à limiter ces problèmes grâce à notre technologie. Nous isolons les aquifères ou alors la nappe phréatique. On protège la nappe des polluants. Donc, ils disent que tout est sous contrôle, qu'ils sont prêts à investir, à mettre de l'argent pour avoir la bonne technologie. Si c'est fait correctement, si c'est installé correctement, tout va se passer pour le mieux. Et puis, on entend parler des gens qui vendent leurs terres, des agriculteurs,
Par exemple, donc des personnes qui ont vendu leurs terres aux entreprises de fracturation parce que les entreprises payent très cher. Donc, l'État du New York ne permet pas de fracturation. L'État de Delaware non plus. L'Ohio le permet. La Pennsylvanie permet la fracturation. Donc, c'est une question traitée État par État. Sous Obama, il y a eu une mise en place de réglementation. Mais le gros problème, c'est... Je ne veux pas être trop technique. Le problème, c'est que bon, il y a un pour et un contre dans ce que je vais dire. Si vous avez des flammes qui sortent de votre évier, on peut avoir ça avec n'importe quel type de forage horizontal ou la fracturation. Parce qu'on peut extraire du gaz naturel. Parce qu'en fait, il faut boucher les anciens puits, en gros. Et avec l'aquifère, on est à 500 pieds de profondeur. Donc, il faut limiter, il faut protéger l'aquifère. Et c'est ce qu'on peut faire si on fait les choses correctement. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de terre... Enfin, toute terre a été étudiée. Chez mes parents, ils ont mis en place ce qu'on appelle un séparateur parce qu'il y a une entreprise qui est dans la fracturation à quelques kilomètres. Il y a eu toute une bataille pour arrêter la mise en place d'un gazoduc. En fait, il y a eu un déversement de 500 000 gallons de ce fluide de fracturation dans une rivière. Donc, est-ce que les réglementations vont fonctionner ou pas? C'est ça la question. Donc voilà, c'est tout pour les questions, mais nous sommes disponibles en ligne ou nous sommes là encore quelques heures si vous avez des questions. Merci au Grenoble École de...